gros, lui, ce qu'il voulait faire, l'humoriste, c'est qu'il voulait faire fumer tout son public du cannabis pendant le show. Et il fallait que tout soit filmé. Je me dis, c'est extraordinaire, let's go, on va faire ça. T'es avec l'humoriste, lui, il est avec son équipe, ça roule des trucs il y en a au moins 200. Moi, je fume pas, je bois pas, je me dis what the fuck, je suis dans quoi, tu vois. Puis je me dis, il va falloir qu'on les distribue aux gens. Enfin, c'était n'importe quoi. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast d'âme d'entrepreneur. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce qu'on a une invitée spéciale, c'est une amie. C'est aussi spécial parce que on a du public. Salut public. Bonjour tout le monde. Ah, vous les entendez? Voilà, épisode avec public, donc épisode un peu spécial. Bonjour Miruna, comment tu vas aujourd'hui? Bonjour Cédric, je suis tellement contente d'être ici avec vous. Bonjour Eva. Bonjour Miruna, bonjour Cédric. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Et toi? Cool. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, c'est en mode relax. Le podcast, c'est on parle, on jase comme si on est à la maison. C'est ça le but du jeu. Donc, je vais te laisser te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais on va en parler là tout le long de cet épisode. Ok, parfait. Moi, c'est Eva Rostin. Je suis productrice de spectacles dans l'humour et la musique en Amérique du Nord. Je travaille principalement avec des artistes francophones et je suis manager d'une artiste qui s'appelle Madrina. C'est génial, Eva. Comment est-ce que tu as commencé ce chemin de... C'est un long chemin. J'allais dire, ça a l'air que c'est un long chemin. C'est un long chemin. En gros, je viens de France, je viens de Nice. J'ai quitté Nice quand j'avais 24 ans. Tout s'est enchaîné parce que c'était plus le moment en fait que je sois en France et je suis arrivée ici au Canada avec une opportunité de travail et c'était pas prévu non plus que je vienne. Je connaissais pas du tout Montréal et j'avais de la famille ici que je ne connaissais pas et ils m'ont prise sur leur aile. Ils m'ont proposé d'immigrer ici, de faire une expérience de 2 ans. Donc, je suis arrivée. Travailler avec la famille, c'était pas non plus évident. Donc, du coup, j'ai coupé mon visa et j'avais soit le choix, en fait, de rentrer en France ou de rester ici. Et en fait, je suis restée ici. Donc, j'ai dû trouver, en fait, plein de petits travails pour pouvoir avoir un visa. Et j'étais quelqu'un qui adorait la nightlife. Et du coup, je sortais beaucoup. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans le milieu de la musique jusqu'à ce que je rencontre un producteur, en fait, de concerts qui travaillait, lui, ça faisait déjà 10 ans qu'il était sur place. Donc, il travaillait avec un associé ici et il s'occupait d'organiser tous les concerts des rappeurs français à l'époque. Et il me disait, écoute, j'aime bien ton énergie. Si tu veux te faire une petite expérience, tu sais, comme ça, nous aider, nous donner un petit coup de main, fais-le avec plaisir. Donc, j'ai dit, OK, let's go. Puis, j'ai commencé, en fait, à aller à travailler, en fait, un peu avec eux comme ça, leur donner un coup de main. Et au fur et à mesure, je suis rentrée officiellement dans le milieu de la musique. J'ai été entre behind the scene parce que je pouvais m'occuper d'un merchandising comme de travailler en backstage. Puis après, ça a été monter en stage management et puis vraiment gérer tout un concert jusqu'à une tournée. Wow. Et je travaillais toujours à côté, donc j'étais même pas en fait dans ma propre agence ou ma propre entreprise. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit je voudrais essayer d'ouvrir en fait ma propre production de spectacles, donc ma propre agence. Puis en 2014, je suis arrivée en 2009 ici à Montréal. En 2014, je lance ma première agence et je me casse la figure parce que comme beaucoup entrepreneuriat. Donc voilà, du coup entrepreneuriat, j'ai pas les skills, j'ai pas l'expérience, puis j'apprends en même temps. Ouais. Donc je lâche pas, je continue et puis c'est ça, en 2019, je relance mon agence et voilà. Non, donc... Qu'est-ce que tu aurais voulu te dire lorsque tu étais en train de... post-cassage de figure, mais juste là, quand tu étais en bas en train de saigner, c'est quoi que Eva d'aujourd'hui aurait dit à Eva de ce temps pour vraiment lui simplifier ou l'encourager dans ce moment de crise? En fait, je pense que ça aurait été de dire ne t'inquiète pas,
être entrepreneur, c'est des risques, c'est des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Là, tu es arrivé à un moment où justement c'était compliqué et c'est pas grave. Je vais continuer à te tenir la main et tu vas avancer avec moi jusqu'à temps que tu arrives à te remettre sur pied et à créer quelque chose où tu auras tout le backup de ton expérience que tu auras appris pendant des années, en plus de ton expérience où tu t'es cassé la figure. C'est beau, hein? Non, mais c'est ça. C'est censé des hauts et des bas l'entrepreneuriat. Mais Ouais. juste pour donner une idée aux gens qui nous regardent et tout, avec quel genre d'artiste, des noms, tu peux donner des noms ou pas là si tu veux, là, mais avec qui tu as travaillé, collaboré, que ce soit dans la musique ou dans l'humour, parce qu'il y a l'humour aussi. Ouais, c'est ça. Je vais pas parler encore de l'humour, effectivement, mais alors dans la musique, à l'époque où je travaillais avec ce producteur-là, je travaillais autant avec des Américains, je travaillais avec French Montana, je travaillais avec Akon, où eux, ils me donnaient justement tu sais, soit des soirées ou des after-parties où il fallait que je travaille. Et après, avec le producteur français, ça a été La Fouine, ça a été Youssoupha, il y a eu aussi Kalash, il y a eu beaucoup en fait de personnalités comme ça. Et après, la musique, je suis restée pendant des années. Et c'est là où j'ai switché après dans l'humour en 2019. Où avec mon ex-associé, on avait créé en fait un comedy show qui était réservé pour un public français. Donc le comedy show s'appelle Le Joker et l'objectif c'était de mettre des talents francophones sur un plateau pour pouvoir les faire découvrir à un public français et autant que les Québécois pour qu'ils puissent justement être testés par le public pour savoir s'ils pourraient avoir une opportunité de jouer en France. Et en même temps, les Français pour venir ici, leur faire découvrir un nouveau public et en même temps jouer aussi en Amérique du Nord. Donc, je faisais ça. J'ai commencé, en fait, on a commencé dans un petit théâtre ici à Montréal. Et puis, après, la pandémie est arrivée. Et ce qui était magnifique, en fait, c'est qu'à la pandémie, il y avait des artistes qui étaient bloqués ici au pays. Oui. Et du coup, j'avais des humoristes qui étaient là. Et là, j'avais dit, en fait, que ce serait bien, en fait, de faire un show. Donc, j'ai fait un show dans un studio photo. Et là, j'ai eu des Faris. Après ça, Paul Mirabel. Alors, c'était pas au moment, tu sais, genre de début de pandémie, mais ça a été une des 2 premières éditions qu'on a fait dans un endroit incroyable où c'était un test aussi en même temps. Et ce jour-là, on avait dans la salle, alors juste dans la salle, on avait des Redon Bougaraba, on avait du gros monde et puis c'était des personnes encore qui n'étaient pas connues. Donc là, maintenant, de voir où est-ce que, tu vois, c'est les artistes du moment en ce moment. Ils sont incroyables, comme Paul Mirabel et tout. Donc, c'était très intéressant, en fait, de voir aussi, eux, comment ils ont switché de talents émergents, de les voir un peu à Montréal, en mode très timide, à d'autres. D'ailleurs, tu le vois là maintenant de plus en plus, surtout dans l'humour. Il y a une communauté très serrée, Québec. C'est tous les artistes là, quasiment là, en tout cas français que je connais, à mon niveau là. Ils travaillent tous avec des Québécois, ils ont tous un passage avec le Québec, ils ont tous une histoire avec le Québec. Absolument. En fait, il faut savoir que le Québec en tant que tel, disons, il y a plus de 10 ans, c'était la Mecque et ça reste quand même la Mecque, tu vois, genre de l'humour francophone. C'est-à-dire que les Français se sont énormément inspirés du système aussi business et en même temps des artistes ici. Quand on voit que Farid aujourd'hui, tu vois, il avait créé Madame Sarfati en France, c'est parce que lui venait souvent à Montréal, donc il est connecté autant avec les artistes et en même temps, c'est comme ça qu'il a créé aussi son business. Donc il y avait beaucoup d'inspiration. Et ce qui est très surprenant aujourd'hui, c'est que maintenant, c'est la France qui est pour moi beaucoup plus développée en termes d'humour parce qu'il y a beaucoup plus d'infrastructures, beaucoup plus de places, beaucoup plus d'artistes, beaucoup plus de comédie clubs. Et ici, à Montréal, on a nos 3 tops de comédie club et on attend et on aimerait, tu vois, essayer d'avoir un peu plus de comédie club. Et donc, les artistes, ce qui est génial, en fait, c'est qu'avec le Joker,
je travaille en fait avec des talents émergents. Donc, le Joker, c'est une plateforme. Et après, tu vois, j'ai vu 2 artistes qui sont rentrés en France. Et il y en a un qui a joué sur la série, la télévisée sur Amazon avec Eric et Ramsey, où tu dis, c'est fou. Après, il y en a un autre qui a joué à Montreux. Donc là, tu dis, OK, c'est génial de te dire qu'en fait, tu fais des shows pour faire découvrir, et en même temps, eux, tu sais, ils ont différents aussi types de plateformes, ils vont jouer dans différents comedy clubs, donc c'est sûr qu'ils se font voir aussi, mais te dire que voilà, tu as ces artistes-là qui sont aujourd'hui là où ils en sont, tu fais ce travail aussi pour ça, quoi, donc par cœur et en même temps parce que tu as envie de les voir évoluer. Tellement. C'est une belle carte à voir, le Joker. C'est une très belle carte à voir. Absolument. Et j'avais une question, mais je l'ai perdue, mais ça va me revenir. C'est quoi qui est le plus difficile parce que ça reste du business. Oui. C'est un travail, là. Même, on en parlait en off, où je disais, moi, quand je suis spectateur, je suis content, tu as la meilleure position, tu viens, tu t'assois, tu regardes, vas-y, fais-moi rire. Et puis, c'est ça. Mais toi, en tant que productrice, femme, dans ce milieu-là, c'est quoi les forces et les difficultés que tu rencontres? Alors, les forces que j'ai, justement, je pense que le fait de me différencier, tu sais, genre de ce qu'il y a déjà dans l'écosystème, le fait que je sois une femme française, immigrée justement au Canada, j'ai les 2 visions. Donc, j'ai la vision autant en fait française que montréalaise, québécoise, enfin du moins du Québec. Donc, je ramène peut-être aussi, tu vois, un autre type de travail. Et au niveau des difficultés, la force aussi, c'est que je fais juste un petit transfert, c'est que j'aime tout ce qui est casser les normes. Donc, je pense que la force que j'ai, c'est que toujours, j'essaye de proposer des shows qui sortent de la norme. Par exemple, le Joker, après qu'il y ait eu la pandémie, que je l'ai fait au studio, etc., pendant 2 ans, je l'ai roulé dans un hôtel 4 étoiles, un hôtel qui s'appelle Hôtel Montville, dans un penthouse, où l'objectif, c'était de donner une nouvelle plateforme aux artistes. Donc, on s'entend, c'est un endroit luxueux parce que c'est un 4 étoiles, t'es dans un penthouse au 20e étage, donc tu vois toute la skyline de Montréal. Donc, ça donne quand même un petit touch. Et aussi au public de venir voir un show dans un hôtel, donc dans un autre endroit, tu vois, que être dans un restaurant ou dans un bar ou dans un comedy club. Donc ça, c'était vraiment un petit peu ce que je voulais aller chercher. Et la difficulté, bien entendu, la difficulté, c'est que quand on est productrice, on ne sait pas en fait le nombre de personnes qui va venir. Tu peux faire autant en fait de promotion sur tes shows que tout compte fait, c'est souvent de la dernière minute, surtout depuis la pandémie. Il y a énormément en fait, c'est de switch qui ont changé, et du coup, tu n'as plus réellement le tracking en fait du nombre de personnes jusqu'à la dernière minute qui peuvent venir. Ça, c'est vrai. Donc ça, c'est une difficulté. La deuxième difficulté, quand tu es productrice, puis tu travailles aussi entre la France et le Canada. Donc, si moi, par exemple, tu vois, j'ai fait tourner la troupe du Jamel Comedy Club, Montréal, New York. Des fois, tu as des imprévus. Puis, les imprévus, ça peut être des annulations d'artistes. Mais ça, quoi, 2 semaines ou 3 semaines avant que le show... Mal, hein. Wow. Et tu as des frais engagés. Tu as des frais engagés, donc... Et puis, des fois, tu dis, heureusement que, tu sais, la programmation, elle n'est pas mentionnée parce que c'est une programmation qui est secrète de base. Donc, tu vois, c'est plein de situations comme ça. Donc là, je te parle vraiment d'un sujet général. Mais les gens, ils se rendent pas compte du stress, en fait, d'un producteur parce que tu sais pas ce qui peut arriver. L'artiste, il peut être malade. L'artiste, il peut louper son avion. L'artiste, il peut être bloqué à la douane. Même si tu as tout tes papiers légaux, et tout, tu sais jamais ce qui peut se passer. Wow. Tu sais jamais ce qui peut se passer. Donc, je pense que pour faire ce métier, il faut être passionné. Il faut vraiment, tu vois, genre vouloir transmettre en fait des émotions aux personnes aux personnes, parce que moi si je fais ça, c'est avec le cœur et c'est parce que j'aime rigoler, et l'humour, c'est thérapeutique aussi. Il y a des personnes,
il y a une personne aujourd'hui qui m'avait dit, je viens sur tes shows parce que j'oublie que j'ai des problèmes dans ma journée, ou j'oublie que j'ai un problème mental, ou j'oublie que... Et donc, juste ça, pour moi, je me dis, OK, je sais pourquoi je fais ce travail-là, malgré toutes les difficultés qu'il y a. Ouais. Tu leur fais vivre des émotions et toi-même, tu vis des émotions très 100%. fortes. 100%. Pourquoi l'humour pour toi dans ta vie? Alors, l'humour, je n'y connaissais rien. Ah non, c'est pas vrai. J'ai des goats, bien entendu, tu vois. Surtout que moi, j'adorais Coluche et Lukaku. Enfin, tu vois, vraiment back in the days. Mais l'humour est arrivé totalement par hasard dans ma vie. Donc, en gros, la musique et l'humour, c'est relié. On voit que, tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui se connaissent, surtout dans le milieu de l'entertainment. Ça peut être de la musique, l'humour, le cinéma, et tout le monde se retrouve. Et un jour, c'était vers 2017-2018, il y a le festival Juste pour rire. Donc là, il y a des artistes qui sont en ville, etc., etc. Et via une copine, je rencontre en fait un artiste, paix à son âme, qui est devenu un très bon ami à moi. Et un jour, qui me dit, écoute Eva, j'aime ton énergie, j'aimerais bien, tu sais, genre te présenter en fait à ma productrice. Elle est à Paris, mais elle va venir à Montréal pour le festival. Genre, essaye de la capter et voir ce qui peut se passer. Bref, nous, on s'est comme croisés parce que moi, je devais rentrer en France pour les vacances. Bref. Je m'en souviens de cette période, en plus, on échangeait à cette période. Exactement. Et donc, à ce moment-là, je lui trouve en fait un resto parce qu'elle avait tous ces artistes qu'elle devait, tu sais, genre, rassembler. Et donc, je trouve le resto et tout. Elle est contente, machin, machin. Chacun fait ses trucs. Je reviens à Montréal quelques semaines plus tard. Puis, je reçois un email d'elle en mode, écoute Eva, j'ai un humoriste qui veut faire un événement spécifique pendant la journée de la légalisation du cannabis. Donc déjà, je sais pas si tu vois. Là, je dis, OK, mais vu que moi, j'avais eu l'opportunité, tu sais, de travailler avec des artistes hip-hop, il y avait des salles underground, tu sais, que je connaissais à Montréal et tout. Donc, je dis, écoute, OK, je vais essayer de te trouver une salle, etc., etc. Puis en fait, au fur et à mesure des négos, on arrivait à faire une coproduction officielle de ce show-là. Donc, en gros, lui, ce qu'il voulait faire, l'humoriste, c'est qu'il voulait faire fumer tout son public du cannabis pendant le show. Et il fallait que tout soit filmé. Donc, moi, j'étais partie dans « OK, let's go pourquoi pas, tu vois ?» genre, là, t'as un truc atypique. Là. Et j'ai un truc atypique. à notre public. So là, je me dis, c'est extraordinaire, let's go, on va faire ça. Donc, c'était juste improbable. Genre, t'es avec l'humoriste, lui, il est avec son équipe, ça roule des trucs, genre, il y en a au moins 200. Moi, je fume pas, je bois pas, je me dis, what the fuck, je suis dans quoi, tu vois? Puis, je me dis, il va falloir qu'on les distribue aux gens. Enfin, c'était n'importe quoi. Bref. Puis, on fait le show. Le show est justement, tu sais, publié tout sur YouTube. Et en moins d'un mois, on fait 1 million de vues. Les gens sont en mode, wow, c'est qui a fait ce spectacle à Montréal et tout, machin, machin. Et là, je commence à recevoir sur mon téléphone personnel des noms d'humoristes où je me dis, non, mais c'est pas possible, mais c'est qui? Comment ils ont eu tu sais, genre mon contact? Donc, pour dire que ça va très vite. Oui. Puis, le lendemain du show, vu que l'humoriste, il a passé aussi un super bon moment, il me dit, écoute, j'ai quelqu'un à me présenter, c'est une amie à moi, elle est passionnée dans l'humour, etc., etc. C'est une Française, elle immigre à Montréal, pourquoi pas voir, etc. Et en fait, ça a été elle qui est devenue mon associée, c'est avec elle que j'ai créé le Joker. Et c'est comme ça que l'humour est arrivé dans ma vie. Voilà. Waouh, quelle belle histoire. Moi, j'adore quand ça, tu choisis pas, là, ça vient vers toi. Et puis, la vie vient vers toi. C'est exactement ça. Puis, voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a tu as nommé Lazare tout à l'heure, mais est-ce que tu penses qu'il y a un plan plus grand que nous-mêmes? Je pense que tout est écrit. Ouais, je pense que tout est écrit. Je pense que tous les moments, en fait, difficiles qu'on doit vivre, on doit les vivre pour apprendre quelque chose. On doit les vivre aussi pour s'expérimenter. Et je sais que parfois, c'est très, très, très compliqué, mais il y a toujours la lumière quelque part, malgré les difficultés. Cette lumière-là, tu la retrouves où C'est quelque chose de particulier pour toi, n'est-ce pas? En fait, c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui me disent
pourquoi, tu sais, par exemple, tu n'irais pas en France, continue à faire ton business. J'ai dit, écoute, ici, en fait, ce qui me retient, c'est justement ce que j'ai créé. Et en fait, je sais que je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec le cœur, mais ça fait partie de ma personnalité. Je ne le fais pas ça pour le rendre joli, tu vois. C'est vraiment, les personnes qui me connaissent savent que j'ai un grand cœur et que j'ai envie, en fait, de faire avancer les gens ou de les aider. Donc, moi, je pars du fait que même à chaque fois, je me connecte avec un entrepreneur, un artiste, une personne qui peut éventuellement, tu sais, même devenir un ou une amie, ça se fait avec la connexion, genre avec le cœur, la spiritualité, etc. Et je pense que ça, quand en plus on vieillit, on se connecte encore beaucoup plus sur ça pour prendre les meilleures décisions. C'est beau, Eva, merci de nous partager. Plaisir. Non, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Nous, ça fait quasiment... On en parlait là tout à l'heure off, là, ça fait quoi, quasiment 15 ans qu'on se connaît. Ouais. Et puis, Eva, elle est comme ça, tu sais, elle connecte les gens. Ah, tiens, parle à lui, ci, ça, machin et tout. Donc, des fois même, je te jure, c'est vrai, des fois, je regarde, je vois, il y a un humoriste, tu sais, qui passe ou au bordel ou machin et tout. Je me dis, ah, s'il faut, il y a quelque chose d'elle là, qui fait qu'il est passé là ou un truc comme ça. Mais je vais rentrer dans un truc potin, là, je change. Vas-y, Là. vas-y. On va parler de showbiz en potin. Est-ce que tu as des anecdotes marrantes à raconter ou un truc de fou qui t'est arrivé, là? Or, le fait de fumer toute une salle, de faire fumer toute une salle. Une anecdote. Ou quelque chose qui t'a marqué. Un truc, mais quelque chose qui t'a marqué, tu dis, waouh. Oui, 100%. Alors, je vous avais dit que dans la musique, je travaillais beaucoup sur des concerts. Et en fait, j'ai voulu, sachant que quand je suis arrivée à Montréal, il n'y avait pas de soirée française, enfin du moins de soirée qui pouvait en fait nous faire retrouver un peu la nostalgie de la France. J'ai créé une soirée 100% R&B français, rap R&B, qui s'appelait la soirée Nique ta mère. Je suis désolée. Mais en fait, pourquoi je te dis ça? Parce que en 2019, au culot, j'ai contacté sur Instagram Kamel d'Alliance Ethnique, qui pour moi était quelqu'un de... Tu sais, en plus que ce soit, tu sais, genre... une icône, c'est quelqu'un que je respectais beaucoup au niveau de son humilité, de son cœur, etc. Et au culot, voilà, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, écoute, moi j'ai une soirée, ça correspond totalement, tu vois, genre à ce que tu as fait. Puis nous, c'est vraiment du chill et on veut vraiment passer un bon moment. Donc, est-ce que tu serais intéressé à venir? Moi, je lui ai dit, bah, c'est clair que par contre, j'ai pas le budget que genre tu connaissais à la fin, tu sais, que t'es habitué et tout. Mais why not, tu vois? Il m'a répondu, il m'a dit, appelle-moi. Alors là, déjà, moi, je suis en panique. Je fais, oh! Là, je me dis, oh, ouais, c'est clair. Là, je me dis, OK, vas-y. Ça va bien aller, etc. Et j'ai eu au téléphone. Et en fait, il m'a dit, OK, de 1, j'aime ton culot. Et il m'a dit, de 2, j'aime l'énergie et j'aime, tu sais, genre la gentillesse que tu as. Donc, il m'a dit, OK, j'accepte, je viens. Il est venu. Cette semaine-là, il y a eu que des choses incroyables qui se sont passées. Je te donne un exemple. Lui, il me disait, j'adore Redon Bougueraba, si ça. Je le faisais dormir dans un hôtel, Kamel, donc, quand il était venu. Et on arrive dans le hall de l'hôtel, qui c'est qu'on voit? Redon Bougueraba. Genre, il m'a dit, mais Eva, c'est pas possible. Genre, il y a eu que des petits trucs, tu vois, genre comme ça, que des synchronicités. Et il m'a dit, mais j'ai jamais vécu un truc comme ça. Et aujourd'hui, on est encore en contact et c'est devenu un peu comme mon grand frère. Waouh. Ouais. Quelle belle anecdote. Ah ouais, c'était franchement... C'est pour ça que tu dis un peu tout est écrit, mais de ce que je comprends, c'est quand t'en parles, il faut du culot, il faut une audace, mais il faut de la passion. Est-ce que quelqu'un qui est juste business pourrait être dans cet univers-là, artistique? Alors, c'est une très bonne question. C'est aussi des questions qui ressassent beaucoup pour des personnes qui sont de base empathiques et qui pensent beaucoup plus à l'humain que tout le temps le côté business. Je pense que les personnes qui sont business vont avoir leur rise, tu sais, genre pendant des années peut-être,
mais ils vont pas avoir le sentiment, tu vois, genre d'avoir apporté quelque chose à quelqu'un, tu vois. C'est-à-dire que quand je dis ça, c'est que si moi je compare, moi je suis à petite, tu sais, je suis à petit comité avant de moi pouvoir faire aussi, tu vois, la grande envergure. Mais quand les gens viennent, ils savent que, en fait, je suis la propre brand de mes projets, qui veut dire que les gens, quand ils viennent sur mes événements, ils savent qui je suis. Maintenant, quand les personnes font business, c'est un nom d'agence, c'est un nom de brand qui est mis dans l'univers. Mais les personnes ne vont jamais Tu signes un les contrat gens. en ligne, C'est tu reçois ton exactement. truc, tu Mais reçois tu ton sais billet pas d'avion, tu viens et tu parles à c'est personne. exactement ça. Donc, ça après, tu vois, c'est mon avis, mais c'est pour ça que je veux toujours, tu vois, pouvoir avancer avec mes propres valeurs, mon intégrité, mais toujours être en contact avec les gens. Alors, bien sûr, là, je commence à grandir, il y a un moment donné où je pourrais plus, tu vois, serrer la main aux personnes, leur dire bonjour si ça machin, mais ça reste quand même important et je serai quand même toujours là pour essayer, tu vois, de au moins faire un petit check-up, dire merci ou autre. Et c'est vrai que voilà, les personnes business, bah, peut-être qu'elles vont avoir un autre type de vision par rapport à ça. Et c'est pour ça que moi, j'avance à petits pas, alors que peut-être eux, ils sont arrivés de suite, tac, tu vois, genre à la 3e ou à la 4e marche, alors que moi, je suis à la 1re et que je monte tranquillement. C'est comme ça que je vois un peu plus, tu vois, Ouais, c'est par rapport à la valeur que tu apportes c'est aux gens. Tu sais, on parlait des clients, en fait, on dit des clients, mais des gens avec qui tu travailles. C'est ça. Développer des relations versus avoir juste un client pour un client. Ouais, exactement. Et la connexion que tu as nommée. Oui. C'est ça qui arrive. Parce que le plus que tu montes rapidement, si tu veux monter si rapidement, et être dans le mode business très logistique, très efficacité, ça te déconnecte, ça t'éloigne justement des personnes, mais ça peut te déconnecter aussi. Et je sais qu'il y en a que ça leur arrive. Ils sont rendus c'est rendu tellement grand, leurs objectifs monétaires sont atteints. Ouais. Et après, ils nomment une déconnexion. Et ils ont le goût de retourner sur le terrain. Est-ce que tu as déjà entendu ce type de cheminement? Ouais, j'ai déjà entendu ça. Puis, tu sais, dans le milieu aussi dans lequel on est, il y a des personnes qui veulent être quelqu'un. Ils veulent absolument devenir quelqu'un. Mais eux, ils pensent qu'en claquant des doigts, c'est des choses qui peuvent arriver d'un coup. Mais il y a tellement un travail en arrière. Tu sais, c'est comme il y a des personnes qui viennent, qui peuvent être connues de France. Genre, quand je dis connues, on s'entend. Des personnes qui ont déjà une réputation, qui arrivent à Montréal et qui vont acter de la même façon de comment ils étaient en France. Genre en mode, moi, je suis quelqu'un, donne-moi les contacts, si ça. Je suis comme, t'es qui? Dans le sens que c'est pas genre, t'es qui? C'est dans le sens que si on arrive à là où est-ce qu'on est aujourd'hui, c'est parce qu'on a taffé en arrière, on a travaillé sur les contacts, la confiance, la valeur, on est tombé, si ça machin. C'est parce que toi, tu dis que t'es quelqu'un de France, que tu vas arriver ici, puis de suite, tu vas avoir besoin des contacts. Bah non. Tu vois? Oui. Être quelqu'un. Est-ce que c'est difficile de voir des personnes qui veulent évoluer plus dans le monde de l'ego et dans le chemin de l'ego versus l'évolution spirituelle? Parce que on sait bien que c'est deux chemins qui ont des directions différentes. Souvent opposées. Comment on gère ça? Ben, en fait, au début, justement, je me disais, waouh, il y a aussi beaucoup de personnes, tu sais, qui peuvent être à côté de moi et qui peuvent, comme je te disais, monter. Après, tu connais pas leur cœur, tu sais pas comment ils sont, donc tu peux pas juger. Donc, toi, t'avances à ton rythme. Mais un truc que j'ai appris, c'est que les personnes qui veulent devenir quelqu'un sans faire le travail, sans tout ça, ces personnes qui vont pendant un moment briller, mais très rapidement s'éteindre. Tu vois, parce qu'il faut que tu crées des choses qu'en fait, il faut que tu passes un message. Il faut pas que tu fasses un message pour dire que tu as juste besoin, en fait, d'avoir de l'attention. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc, c'est là où j'ai un peu plus, tu vois, genre, de toute manière, j'ai du mal avec les gens qui ont de l'ego qui est mal placé. Je pourrais pas, et c'est pour ça que des fois, je ne travaille même pas avec des artistes qui peuvent être dans cette situation-là parce que je n'ai pas envie. Je préfère aller avec des personnes, peut-être même si elles remplissent moins les salles ou ce genre de choses,
de me dire, je veux travailler avec cette personne-là parce que je crois au potentiel et j'aime l'humain que j'ai en face de moi. Parce que tout compte fait, le business, c'est l'humain. C'est l'humain. T'es pas tout le temps avec des machines, à part si tu fais un autre type de domaine. Mais tu deals tout le temps avec des humains. C'est ça aussi. Non, c'est clairement ça. Mais plus on fait des épisodes, plus je vois que tous les parcours d'entrepreneurs, ils se recoupent avec ça, dans cette manière de connecter avec les gens. Et elle est vraiment importante. Ouais. Oui, je pense que c'est notre essence, c'est un peu l'ADN. On parlait de tribu tout à l'heure, mais c'est comme si on se reconnaît entre nous. Et c'est une direction différente de vie. C'est vraiment guider les personnes de briller rapidement pour des mauvaises raisons. Ça va aller contre la fibre entrepreneuriale dont nous on parle. On va pas pouvoir le faire parce que ça va contre le blueprint que nous avons. Je suis C'est un d'accord. message important pour les jeunes, particulièrement aussi parce qu'il y a beaucoup de... Bon, j'en connais pas des noms parce que moi, je suis pas l'actualité, mais je sais que le trend, c'est influenceur et puis faire un gros boom et je sais pas quelle chose à faire pour... c'est pas ne pas les encourager, mais c'est tellement important de les ramener vers l'ancrage et la propre croissance, non? La connexion. Complètement. Qu'est-ce que tu leur dirais aux plus jeunes émergents, Eva? En fait, aux plus jeunes, je leur dirais de s'y croire vraiment. En fait, s'ils ont une intuition, qu'ils se disent, moi aussi, je peux le faire. Dans tous les cas, faites-le. Parce que si vous le faites pas, vous allez peut-être le regretter un jour. Et le regret, c'est la pire des choses. Donc, du coup, moi, je suis toujours dans un mode que tant que vous essayez pas, vous allez jamais réussir à savoir si c'est vraiment fait pour vous ou pas. Donc, moi, je serai toujours là à pouvoir dire, mais je vous encourage à le faire. Parce que tout compte fait, même si il peut avoir, un changement de métier ou de parcours professionnel, aujourd'hui, tu peux être entrepreneur à n'importe quel âge. Il y a aussi les jeunes qui se disent, mais attends, je comprends pas, ok, il y a sur les réseaux sociaux et tout, il y a beaucoup il y a beaucoup d'influenceurs ou de jeunes qui peuvent peut-être gagner de l'argent avant des personnes qui peuvent avoir 30, 40 ans. Mais aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui commencent l'entrepreneuriat et qui ont 50, 60 ans et ça fonctionne pareil. Oui. Donc, c'est juste que c'est parce qu'il y a tout le temps des codes métro, boulot, dodo, disons comme ça, où des gens sont un peu comme dans des cases. Et donc, du coup, il n'y a pas, tu vois, cette sortie il n'y a pas cette sortie de vision. Et c'est pour ça que je dis, foncez, faites-le. N'hésitez pas, parce que sinon, vous n'aurez pas, en fait, la réponse à votre question. Mais ça va pas être facile. Mais c'est pas grave. Si vous savez, vous pensez que c'est pour vous, go. Non, 100%. Ouais. Ça me fait penser, je pense peut-être tu pensais à la même chose que moi, mais on a reçu avant toi une entrepreneure qui a commencé à 52 ans et qui a débuté comme ça. Et on a reçu aussi, je pense à Aiden, on l'a reçu, qui a commencé l'entrepreneuriat à quel âge? 11 ans. 11 ans, oui, j'ai vu le 11 ans, c'est fou. C'est fou. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Et tant mieux, en fait, que c'est jeune, tu vois. Ils apportent aussi une fraîcheur dans l'entrepreneuriat parce que nous, avec la génération aussi qu'on avait, on n'avait pas en fait cette mentalité en fait de se dire qu'on pourrait être entrepreneur. Il fallait qu'on travaille, fasse nos études et qu'on travaille, etc. Fort. C'est ça. Fort. Moi, j'ai fait des études, mais j'ai pas eu de diplôme à part un bac littéraire. T'étais allée où à Nice aux études? T'étais où? On s'est croisés. Parce que là, pour l'anecdote, on vient de Nice tous les deux, donc même génération. Alors, tu veux savoir quoi? Collège, lycée Vas-y, tout. Ok. Comme ça, tous ceux qui sont de Nice, là, vous mettez des commentaires en dessous. J'ai fait l'école primaire de la Lanterne. Après ça, au collège, j'ai fait Raoul Dufy. Ok. Après ça, en terminale, j'ai été enlevée de l'établissement public, donc du coup, j'ai dû me retrouver en privé. Donc, j'ai fait l'IMES. Après, j'ai fait Camus. Ok. Après ça, je devais faire en fait mon bac littéraire mon bac éco que j'ai pas eu.
Du coup, après ça, je suis allée avec une formation d'ANPE qui donnait des formations de bac littéraire. J'ai eu mon bac littéraire à la faculté de médecine à côté du port. En tout cas, je me rappelle plus ce que Ah, la c'était. fac de psycho, là. Ouais, exact. Ouais. Qui offrait justement Saint-Jean-d'Angély. exactement. On va mettre la Exactement. carte de Nice aussi. Hein. Ouais, Ouais, c'est ça, Ouais, c'est vrai. exactement. Franchement, formation top. Je sais même pas si elle existe encore. Mais et puis après, j'ai voulu faire un BTS en hôtellerie-restauration et je suis allée à Cannes-la-Boca pour faire cette formation-là. Bien entendu, c'est une formation que j'ai faite, mais il me manquait un point pour avoir mon BTS. Et en fait, c'est à ce moment-là où tout s'est déclenché pour le Canada. Ok. Voilà, Comme tout arrive pour Voilà. une raison. exactement. Ouais. Ouais. Donc, ouais, c'était très particulier. Ah, très, très cool. Comme Mm. cheminement. Et là, tu te vois où dans l'année prochaine, mais aussi dans 5 ou 10 ans? Ça ressemble à quoi, la business? Alors, écoute, c'est une question sur laquelle j'aime pas trop répondre. Mais je vais t'expliquer Moi, je la pourquoi. comprends. Vas-y. Parce que déjà, la pandémie, Ah. elle a restarté toute la façon, tu vois, genre de visionner ce genre de questions. Je pense qu'aujourd'hui, tu sais, un plan d'affaires, il est entre 1 et 3 ans. Maintenant, en tout cas, sur ce qu'il y a actuel. Donc, pour répondre à ta question, j'ai commencé justement petit. La prochaine étape, c'est plus grande envergure. Puis aussi exporter les projets, autant dans la musique que dans l'humour, parce que j'ai aussi ma soirée Wayback. Ma soirée Wayback, qui est une soirée old school. En fait, c'est la continuité de ma soirée NTM, mais où j'ai rajouté l'américain, enfin du moins l'anglais. So là, c'est soirée 90-2000, rap R&B français US. Et c'est un projet, une soirée justement que je veux continuer à apporter si je peux dans le monde, mais je veux commencer par la francophonie, après ça les États-Unis si Dieu veut un jour. Il y a de la place. Donc on va voir comment les choses vont se dérouler, mais je veux vraiment faire déjà le pont avec la France et le Québec, tout ce que je fais depuis des années en fait pour le business. Ok. Élargir le pont. Exactement. Qu'est-ce que la francophonie a que les autres n'ont pas? En fait, c'est la francophonie pour moi, si tu veux, elle est, c'est mes racines aussi, tu vois, la France. Maintenant, je peux dire Montréal parce que c'est mon et puis le Canada, ça a été mon pays d'accueil. C'est sûr que entre la francophonie et l'Amérique, il y a une grande différence quand même, tu vois. En termes de artistique aussi, en termes de vision, en termes de Valeur? En fait, peut-être pas valeur, mais exécution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France est beaucoup inspirée par les États-Unis, mais les États-Unis aussi commencent à être... Quand tu parles de la mode, par exemple, la mode, aux États-Unis, ils peuvent avoir tout ce que les Français rêvent, mais ils n'ont pas Paris. Et Paris, c'est, tu vois, c'est la ville de la mode. Donc, tu vois, c'est là où tu vois pour la Fashion Week, tu vois tous les artistes américains qui viennent. Donc ouais, et pourquoi je te dis ça? Parce que la France, ça a ses racines, ça a la culture, ça a la nourriture, ça l'architecture. Ça reste quand même pour moi un des plus beaux pays du monde. Donc, la francophonie, c'est important parce que ça fait partie de mes racines. Et puis ici, pour le Canada, justement, c'est continuer à faire développer ces artistes-là pour pouvoir encore plus continuer à garder la francophonie aussi ici au Québec. C'est quelque chose qui est aussi très, très demandé et c'est juste pour continuer à faire le pont. Oui. Je pensais aux couleurs de Québec, le bleu. Je pensais au bleu dernièrement. Et à la sensibilité. L'idée de la sensibilité, de la poésie. Juste la langue. Bon, j'aime bien l'anglais. C'est vraiment même plus simple de le parler. C'est ma deuxième langue d'ailleurs, avant le français. Elle parle toutes les langues. Ouais, presque. Mais... Le français, c'est la troisième ou quatrième langue. Mais il y a des expressions et des façons d'expliquer des choses en français qu'on ne peut pas dire si on le traduit en anglais. Ce n'est pas du tout la même chose. Je pense que ça évoque
aussi une conscience, une profondeur que la racine francophone peut atteindre et que d'autres non. Je sais pas. Je te dirais même, c'est hyper intéressant, tu sais, la langue française, pour les étrangers, elle est très difficile à apprendre. Oui. C'est nous, on a les orthographes, on a la grammaire, on a les accents, on a tout ça, tu vois. Alors que côté anglais, c'est beaucoup plus facile. Oui. Donc déjà, tu vois aussi que là, le français, la langue française, elle est déjà très difficile d'accès. Oui, oui, en effet. Donc, En effet. ça ramène un peu à ce que tu dis avec les couleurs et tout ce que le ressenti, en fait, aussi de la personne qui a envie de l'apprendre. En effet. Mm. C'est le temps pour la dernière question. Je vais juste poser je te laisserai poser la dernière question. Je vais la poser. Je sais que tu adores la poser, je vais te laisser la poser. Moi, j'ai juste une autre question, mais tu sais, business, hein, parce que moi, je me connais, là, je suis business. Par rapport à ce qu'on disait juste un peu avant, par rapport tu sais, aux humoristes, il y a une starification des humoristes. Tu sais, maintenant, tu vois des émissions comme LOL, Amazon, ils s'accaparent un peu ce marché-là qui avant, c'était inexistant. Là, avant, tu faisais ton spectacle, tu faisais une captation, tu mets ça sur Netflix, sur Amazon, c'était juste ça. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, tu as des shows qui sont pensés pour, tu sais, derrière l'écran. Est-ce que toi, c'est quelque chose dans ton modèle d'affaires qui peut évoluer? Est-ce que demain, tu peux te retrouver à casser des codes? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Bien sûr. Oh ouais, j'ai pensé à ça. J'ai pensé à ça et d'ailleurs, ce qu'ils proposent, tu sais, justement sur LOL ou tous ces émissions concepts, je trouve ça vraiment très intéressant parce que bah, tu as le business des deux côtés, autant pour l'artiste, le producteur, en même temps aussi pour les diffuseurs, vu que tu as aussi de la nouveauté qui arrive, tu vois, à la télévision ou même sur les plateformes. La seule chose aussi, c'est qu'il y a une réalité, c'est que depuis la pandémie, tout ce qui est plateforme numérique, Netflix, Amazon, etc., ça a pris beaucoup plus l'emphase que la télévision. La télévision, aujourd'hui, c'était « Oh my God, tu vas faire une interview, tu vas passer ci, là ». T'es comme « Ah, c'est incroyable ». Alors, bien sûr, aujourd'hui, en France, si je parle de la France en tant que telle, tu as toujours des émissions qui sont très target et qui sont quand même assez importantes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on dit « Ah, bah… » tu as un truc sur Amazon, etc. Ça va donner beaucoup plus, tu vois, genre de crédibilité. Donc, oui. Et puis, nous, en tant que producteurs, entrepreneurs, on est obligés de penser aussi à ce type de plateforme pour pouvoir encore plus expanser le business. Alors, on a hâte de suivre ça. Ce qui va Vraiment. se passer, j'ai hâte de voir la suite. Là. Oui, on a vraiment hâte de voir la suite. On va te suivre. Ben, et déjà, tu nous as plaisir. porté dans un beau parcours qui est juste ça, sûrement, de toute ton expérience. Ouais. On va devoir continuer nos conversations, évidemment. Avec plaisir. En ayant fait ce tour-là, pour toi, personnellement, Eva, qu'est-ce que c'est une âme d'entrepreneur? Ben, une âme d'entrepreneur, en fait, c'est visualiser, créer, structurer et puis et le mettre en action. En plus de penser au risque, mais c'est de se lancer, c'est de sauter de la falaise et de se dire, bah, au moins je l'ai fait. Si c'est fait pour moi, c'est fait pour moi. Si c'est pas fait pour moi, je le saurai. Donc, je dirais que c'est ça. Et c'est pour ça que je dis à tout le monde, si vous avez un projet et que vous arrêtez pas de l'avoir dans la tête depuis pas mal de temps, et ben, c'est de se dire, lancez-vous, foncez, vous avez rien à perdre. Il y aura toujours une bouée de sauvetage, de toute manière, dans tous les cas. Un parachute mystérieux qui va s'ouvrir d'une façon ou de l'autre. Ouais, exactement. 100%. Merci Eva, tellement. Merci à vous. Merci, ça fait plaisir de te recevoir. C'est toujours cool. Merci Morwena. Merci à toi Cédric. Merci public, Merci, vous pouvez faire une petite clap. Et puis, on va mettre tous tes liens. Si tu nous donneras tous tes liens, on va les mettre en dessous de la vidéo. Ouais. Merci à vous. Merci à tout le monde de nous suivre. N'hésitez pas j'ai bugué un peu, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à nous suivre. Vous pouvez mettre des likes, partager cette vidéo. Commentaire de Nice, quelle Nice, école, là, je veux voir des commentaires. Quel quartier, pasteur et tout, parce machin. qu'on veut voir ça. Et puis, votre humoriste préféré, là, pour l'inviter au Québec, ça serait cool. Comme ça va donner une source d'inspiration à Eva pour les invitations. Et puis, on vous dit
À très À plus bientôt. pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Ben, Bye merci à bye. vous. Merci beaucoup. Merci.